Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler des propriétés mécaniques des verres métalliques et des composites avec une matrice en verre métallique. C'est, comme vous le voyez, c'est une étude qui a été faite par un certain nombre de personnes dans le cadre de Mathéis. Moi-même, Sandrine Cardinal, Florent Mercier, Florent Delmas et avec l'aide de Ji Chao-Kiao qui est maintenant à Xi'an en Chine. Donc, le plan de la présentation va être le suivant. Dans un premier temps, je vais dire quelques mots des matériaux amorphes en général, puis plus particulièrement des verres métalliques et la situation à Mathéis. Ensuite, deuxième partie, une partie qui sera très rapide, donc la réponse mécanique, les propriétés mécaniques des verres métalliques massifs, entre autres, avec notamment la plasticité. Je ne parlerai pas aujourd'hui très peu d'élasticité et de viscoélasticité, je me concentrerai beaucoup plus sur la plasticité. Et la plasticité, le manque de plasticité de ces matériaux va nous amener à la réalisation de composites avec une matrice en verre métallique. Et ensuite, conclusion et prospective. Quelques mots ensuite. Alors, d'abord, j'ai dit que je parlerai un petit peu des matériaux amorphes. Alors, comment on peut faire pour introduire la notion de matériaux amorphes? Imaginons qu'on trempe un liquide. Donc, on part, je ne sais pas, vous voyez ma souris là, on part de l'état liquide et habituellement, quand on arrive à la température de fusion, il y a un phénomène de cristallisation et à la fin, on a un cristal qui est parfaitement ordonné. Mais si la composition est correcte et si on fait une trempe suffisamment rapide, on peut, lors de TM, non pas aller vers un état cristallisé, mais vers la réalisation de ce qu'on appelle un liquide surfondu. Et en dessous d'une certaine température, qu'on appelle la température de transition vitreuse ici, eh bien, on a un matériau amorphe que l'on obtient, par exemple, ensuite à la température ambiante. Ce matériau amorphe, comme vous le voyez sur le schéma ici, il est désordonné. Alors, il y a un point qui est extrêmement important à retenir, c'est que tout ce domaine-là, ici, pardon, c'est l'enthalpie, c'est le volume, c'est différentes propriétés. C'est le point important à retenir, c'est que dans tout le domaine qui est en bleu, on obtient des matériaux amorphes, mais comme on le voit, d'un point de vue énergétique, ils ont une énergie supérieure à celui du cristal, donc ça va correspondre à des matériaux qui ne sont pas stables, donc qui ont tendance à cristalliser. Les matériaux amorphes, alors on peut avoir des matériaux amorphes avec tous les types de liaisons qu'on peut imaginer. Par exemple, si on prend du silicium amorphe, on a ici des atomes qui sont désordonnés, atomes liés par des liaisons covalentes. Si on prend des verres métalliques, c'est des liaisons métalliques, on a également des atomes qui sont dans un état désordonné. Si maintenant on prend un polymère, un mélange de liaisons covalentes et de liaisons de Van der Waals, à ce moment-là, ce sont des macromolécules avec des chaînes, et ces chaînes qui sont partiellement désordonnées ou totalement désordonnées si on a un matériau qui est 100% amorphe. Alors, donc, ce qu'on voit, c'est qu'on peut avoir des matériaux amorphes de différentes catégories. Nous, aujourd'hui, on ne parlera que des verres métalliques. Mais dans tous les cas, la question qui se pose, c'est comment se passe la mobilité atomique dans ces matériaux, quelle est leur réponse à un stimulus, qu'il soit électrique ou mécanique, comment s'effectuent les relaxations, donc quelles vont être les propriétés. Il y a beaucoup de choses qui sont connues dans les polymères, c'est souvent moins connu dans les autres matériaux amorphes que sont les verres métalliques. Donc, c'est pour ça qu'on a pas mal travaillé sur cette question de tout ce qui est relaxation, etc. Je vais en dire très, très peu de choses aujourd'hui. J'avais déjà fait une conférence là-dessus il y a quelques temps. Alors, les verres métalliques, qu'est-ce qu'il faut retenir? En général, quand on a des alliages métalliques, c'est un état cristallin. Dans 99% des cas, c'est le cas. C'est ce qui se passe. Mais on peut aussi les avoir à l'état amorphe. Alors, dans les années 1960, Duvez et ses collègues ont obtenu les premiers verres métalliques, des alliages or-silicium, mais le problème de ces matériaux-là, c'est que pour les obtenir, il fallait avoir des vitesses de trempe extrêmement rapides, en gros entre 1000, au moins 1000 jusqu'à 1 million de degrés par seconde. La conséquence de ça, c'est qu'effectivement, on avait uniquement des rubans minces de quelques dizaines de microns. Ce n'est pas des verres métalliques massifs, donc ce n'était pas très pratique pour utiliser ceci. À partir des années 1990, à la fois au Japon et aux États-Unis, des chercheurs ont mis au point de très nombreuses autres compositions, des alliages base zirconium, lantane, fer, titane, cuivre, etc., qui, pour être obtenus à l'état amorphe, avaient besoin de vitesses de trempe beaucoup plus lentes. Par exemple, on pouvait avoir des vitesses aussi lentes que 1 degré par seconde. Ce qui a permis la réalisation de ce qu'on appelle des verres métalliques massifs. Et le record obtenu, c'est un cylindre qui fait 8 cm de diamètre et qui est totalement amorphe. Donc, on peut
peut bien parler de matériaux massifs. Si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau du labo Mathéis, eh bien, quand on fait un petit historique rapide, dans les années 82-86, on a travaillé effectivement sur des formes minces, des alliages bases fer chrome, fer blanc, silicium, carbone, etc. Dans les années 86-90, avec l'arrivée du laser de puissance au café de pâte, on a étudié la reflexion de surface de matériaux qui étaient cristallins. En surface, très localement, on peut avoir ensuite tout le reste qui sert de puits thermique, donc qui permet une trempe rapide, et on peut obtenir en surface des verres métalliques. À partir des années 97, de très nombreuses études sur tous ces matériaux qui sont cités ici. À partir de 2013, on a commencé à travailler sur les matériaux précieux, les matériaux bases, or, platine, etc., notamment à destination des horlogers, bijoutiers, etc. Depuis 2014, avec Daniel Fabreg, avec d'autres personnes, Oriane et maintenant Laura Bell, sur les biomatériaux. Philippe Steyert, avec lui, Solène, Miaille, etc., ont travaillé sur les films minces et, entre autres, pour réaliser des films minces à des vocations de type biomatériaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, depuis le début de cette activité, une quinzaine de personnes ont été impliquées. Et à l'heure actuelle, ça fait environ 90 publications qui ont été faites sur ce sujet, 1450 citations si on regarde le web. Avec de nombreuses collaborations en France, ou à l'étranger, en Chine, au Japon, etc., en Autriche, voire même en Allemagne, ce n'est pas marqué ici, et des collaborations industrielles. Alors, j'ai parlé du nombre de publications et du nombre de citations. Alors, quand on regarde ici, bon, on voit que le nombre de publications, il a augmenté depuis les années 2008-2010, et à l'heure actuelle, on est autour de 10 publications par an sur ce sujet. En revanche, si on regarde le nombre de citations, on voit qu'il augmente très rapidement, et pour 2020, on doit être autour de 300 citations par an sur le sujet verre métallique Mathéis. Alors, les verres métalliques, j'ai dit que j'allais parler essentiellement de la réponse mécanique. Alors, pourquoi s'intéresser à ces verres métalliques et pourquoi on parle de leurs propriétés mécaniques? Si on regarde un diagramme de type HB tel que celui représenté ici, en abysse, c'est la limite élastique, en ordonnée, c'est la ténacité. On voit différentes couleurs. En vert, c'est les polymères. On voit qu'ils ont, que ce soit de point de vue limite élastique ou de point de vue ténacité, des valeurs relativement faibles. Bon, bien sûr, il y a plein d'autres avantages. Si on regarde les céramiques qui sont en rouge-orange à droite, on voit que ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est la limite élastique qui est extrêmement élevée, mais c'est au détriment d'une ténacité relativement faible. Les alliages métalliques en bleu, violet, etc., eux, ils sont intéressants parce qu'ils combinent tout ça. Et si on prend les verres métalliques et leur composite, c'est ce qui est entouré dans le petit ovale, eh bien, ils offrent un excellent compromis entre la limite élastique et la ténacité, d'où l'intérêt de l'utilisation de ces matériaux à des fins mécaniques. Mais maintenant, on dit que est-ce qu'il y a de la plasticité, est-ce qu'il n'y a pas de plasticité? Ici, je parlais de limite élastique. Maintenant, regardons l'aptitude à la déformation. Bien, ici, il y a des courbes contraintes de déformation en fonction de la température pour un alliage, un verre métallique. Ce n'est peut-être pas le meilleur, c'est un exemple. Alors, ce qu'on voit, c'est que bon, il y a deux types de domaines de température. Si on est à haute température, typiquement dans le domaine du liquide surfondu, eh bien, c'est toutes les courbes où on voit de la viscoplasticité. Par exemple, à 408 K, eh bien, on voit qu'on a une limite élastique et puis après, on voit un écoulement viscoplastique. Si on monte trop en température, ben, on dirait que la viscosité diminue énormément, donc la limite d'écoulement baisse beaucoup, la contrainte d'écoulement baisse beaucoup. Par contre, vous voyez que c'est le petit courbe en encart ici, elle est constante, au bout d'un moment, elle réaugmente, c'est dû à un phénomène de cristallisation, on ne peut plus écouler. Si maintenant on se met par contre, on descend en température, vous voyez, quand on arrive à la température ambiante, eh bien, on a une limite élastique qui est plus élevée, on en verra d'autres exemples, mais l'inconvénient, c'est que vous voyez, il n'y a pas de plasticité, donc il y a une rupture qui est extrêmement rapide. Alors, donc, c'est intéressant d'avoir un écoulement, d'avoir une viscosité qui baisse, parce que ça va permettre la mise en forme facile. Attention quand même à la cristallisation. Par contre, quand on est à basse température, eh bien, on a ce phénomène qui est un matériau qui est fragile. Donc, ce n'est pas très intéressant. Donc, la question qui va se proposer maintenant, c'est ce que je viens de dire ici, pardon. La première conclusion, à haute température, typiquement dans le domaine de liquide surfondu, eh bien, le matériau est du liquide, ce qui permet une mise en forme facile, mais en revanche,
on a un matériau qui, à température ambiante, certes, il possède une limite élastique qui est très, très élevée jusqu'à 2 GPa, mais il est fragile. Donc, comment augmenter cette plasticité à la température ambiante? C'est d'introduire des phases cristallines ductiles dans une matrice amorphe de façon à limiter, confiner la propagation des bandes de cisaillement et donc des fissures également. Donc, l'une des solutions, c'est de réaliser des composites avec une matrice en verre métallique massif, par la suite, j'appellerai composite. Alors, il y a différentes techniques pour réaliser ces composites. Il y a une technique in situ, c'est-à-dire qu'on trempe le matériau et c'est directement à la sortie de la trempe, on a un matériau qui est composite. Directement à la sortie de la trempe, je vais y revenir. Donc, soit on a trempe directe, je montrerai un exemple, on peut avoir une structure composite avec une séparation de phase, formation dendrite, on en verra un exemple. Si on fait effectivement ce qu'on appelle un recuit, disons un maintien en température suffisamment élevée, on peut former des précipités, des phases cristallines, on en verra un exemple. Et une deuxième solution, c'est de faire ce qu'on appelle les composites ex situ, c'est-à-dire qu'on prend la matrice, mais à l'intérieur, on introduit des phases extérieures. On en verra des exemples. Alors, les phases, eh bien, ça peut être des matériaux qui sont en haute température de fusion. Donc, à ce moment-là, on met les particules extérieures, la matrice, on fond tout ça, comme les particules extérieures sont à haut point de fusion, par exemple du tantale ou du carbone tungstène, elles ne fondent pas et on peut les retrouver non fondues après le refroidissement de la phase liquide. Ou alors la technique, et j'insisterai beaucoup là-dessus maintenant, c'est un exemple que je vais donner, eh bien, c'est la métallurgie des poudres qui aura entre autres l'avantage de ne pas avoir de limite en taille, alors que les autres techniques, on est toujours limité à des quelques millimètres, voire 1 ou 2 centimètres. On verra dans le cadre de la métallurgie des poudres que cette limite n'existe plus. Donc maintenant, je vais prendre un certain nombre d'exemples pour illustrer ces différentes solutions, la trempe, le recuit ou la métallurgie des poudres. Alors, commençons par la première technique. Si on fait des composites in situ par trempe, eh bien, c'est ce qu'on a fait. Alors, ça existe dans des matériaux zirconium, titane, etc. Mais aujourd'hui, je vais parler de cet alliage qui a été réalisé en Chine. Là, c'est un alliage base zirconium, titane, etc. Alors, la question de ce matériau qu'on se pose pour ces matériaux, c'est quelle est leur stabilité thermique, que sont les propriétés mécaniques de ces matériaux. Mais d'abord, comment on les élabore? Bon, comme les autres verres métalliques classiques, c'est-à-dire qu'on prend ici les matériaux de base avec la bonne proportion, on fait une fusion sous vide, on fait une trempe rapide et ensuite on obtient les composites. Alors, ces composites, par exemple, dans le cas du titane qui nous intéresse, eh bien, vous voyez, quand on fait un diagramme de diffraction X, on obtient une grosse bosse amorphe. Ici, ça correspond à la partie amorphe du matériau. Et on a en plus des pics. Alors, ces pics qui correspondent, j'ai marqué ici au titane bêta de structure cubique centrée. En réalité, on va voir que c'est une phase riche en titane. Il n'y a pas que du titane à l'intérieur. Si on fait la microscopie électronique, à quoi ça ressemble? Eh bien, bon, c'est à deux grandissements différents. Vous voyez qu'on obtient un matériau composite avec une séparation de phase. J'ai marqué ici la phase amorphe. Vous voyez que ça correspond à la matrice qui est continue. Et donc, elle avait en gros un quart du matériau à cette phase amorphe. Alors, il faut bien voir que c'est des dendrites. Ici, c'est une coupe en 2 dimensions. En 3D, on aurait bien des dendrites. Et d'autre part, on a ici des cristaux, on est ici en bleu, enfin, avec la flèche bleue. Donc, vous voyez, c'est de l'ordre de quelques microns de diamètre. Et ça, c'est la phase effectivement titane, riche en titane. Alors, pour avoir plus de précision sur les compositions des différentes phases, eh bien, on a fait de la cartographie. Pardon, avant, une petite remarque. Ici, on a une microstructure, mais vous voyez qu'on a à la fois deux phases, mais la taille, la répartition en taille, etc., des différentes phases va dépendre des conditions de refroidissement. Autrement dit, ça va dépendre de la taille de l'échantillon. Si on change la taille de l'échantillon, on va avoir une microstructure qui va être différente. D'où la difficulté pour contrôler cette microstructure. Mais retenons qu'ici, on a bien une structure biphasée, on a bien un composite. Alors, si on fait des cartographies, qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, vous voyez qu'au milieu, c'est l'image. À gauche, vous avez le titane et le vanadium. Vous voyez que vous avez des zones plus ou moins sombres.
Et quand vous regardez, vous voyez qu'une zone sombre en titane ou en vanadium correspond à une zone claire en zirconium ou en cuivre. Ce qui veut dire que, et ça, on peut le voir quand on quantifie tout ça, mais que dans la phase amorphe, donc ici, vous avez les compositions titane, etc., vous voyez que dans la phase cristalline, eh bien, on a plus de titane et de vanadium et on a moins de zirconium ou de cuivre, c'est ce que nous donnaient les images, alors que dans les phases cristallines, que dans les phases amorphes, on a moins de titane et on a plus de zirconium et de cuivre. Donc, vous voyez, il y en a bien une séparation de phases et avec cette formation amorphe et cette formation de cristaux. Alors, si on regarde le comportement mécanique de ce type de matériaux, donc on a fait des essais de compression. Ici, vous avez une courbe qui donne la contrainte et ici la déformation. Et vous voyez qu'on a une forte plasticité, puisqu'effectivement, une déformation plastique de l'ordre de 15-20%. Autre point qui est intéressant à remarquer, quand on regarde la limite élastique, ou plus exactement, si on regarde la limite ultime, ici, là, vous voyez que c'est en gros, c'est 1,7 gigapascal, ce qui est quand même beaucoup. Alors, pour situer un ordre de grandeur, est-ce que 1,5, 2 gigapascal, c'est important? Ben pour ça, imaginons qu'on prenne un petit cylindre dont le diamètre fait 3 mm. Alors, on fait les calculs et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, on s'aperçoit que si on met une voiture qui fait de l'ordre d'une tonne, eh bien, c'est à peine suffisant pour casser ce matériau. Donc, ce petit cylindre de 3 mm permet de supporter un poids extrêmement important. Donc, ça donne un ordre de grandeur des limites à la rupture de ces verres métalliques. Il y en a même qui ont des limites élastiques plus élevées, des bases cobalt ou des bases fer, mais ils sont difficiles à obtenir. Si ces matériaux sont ductiles, ça permet de les laminer. Donc, effectivement, si on imagine la manip suivante, on prend le matériau de 2 mm d'épais, on passe entre des rouleaux, après on amincit, donc ça permet une certaine mise en forme. Et quand on regarde après la mise en forme, on voit qu'on a toujours de la phase amorphe, c'est confirmé par la diffraction X. On ne voit pas l'ensemble du diagramme ici, mais ça reste amorphe. Et vous voyez que les particules cristallines de phase riche en titane, c'est elles qui se sont déformées. On voit toutes les dislocations à l'intérieur de ça. Et on observe, après, quand on fait la diffraction X, que le pic a été élargi. Ça correspond au fait qu'il y a eu déformation de la maille et donc on a élargissement du pic. Donc, ça permet effectivement ça. Maintenant, autre question, est-ce que ces matériaux sont stables en température? Est-ce qu'ils se comportent comme des verres métalliques classiques ou pas? Alors, si on regarde pour ça, il suffit de faire une manip de DMA, on fait une montée continue à 3 quarts par minute avec une fréquence de 0,3 Hz et on obtient les courbes qui nous donnent le G' en bleu et qui nous donnent le G seconde là en violet. Alors, on a donc différentes zones de température. À basse température, vous voyez qu'on a un G' qui reste à peu près constant, qui est élevé. Là, c'est normé par la valeur du module élastique à la température ambiante. Là, on a un régime élastique. Si maintenant on se met à haute température, bon, après la décroissance qui est liée au fait qu'aussi on a le passage à l'état dans le domaine de liquide sur fond 2, là, ça c'est la relaxation alpha. Mais vous voyez qu'ici, après on remonte parce qu'on a la cristallisation qui se forme. Cristallisation dit grande mobilité, donc une forte valeur de G seconde. Mais par rapport à ça, c'est ce qu'on observe dans tous les verres métalliques classiques. Mais ce qui est nouveau ici, c'est le fait qu'avant cette relaxation alpha, etc., et vous voyez qu'il y a une augmentation ici du module. Donc, ça veut dire que s'il y a une augmentation de module, ça veut dire qu'il y a une transformation de phase, un changement de phase qui a conduit à une augmentation du module. Et vous voyez que ça se fait aussi avec le fait que eh bien, vous avez un G seconde qui augmente. Qui dit G seconde augmente dit mobilité qui augmente. Et la mobilité augmente permet ce changement de phase. Alors, ça ressemble à quoi? Eh bien, effectivement, quand maintenant on fait la microscopie électronique à balayage, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a toujours la phase amorphe en gris, mais à l'intérieur des particules riches en titane, on n'a plus simplement cette phase de titane bêta qui est ductile, mais vous voyez qu'on a formation de toutes petites zones, et ça, c'est de la phase qu'on appelle la phase oméga dans les alliages titane, avec ici les diagrammes de diffraction qui sont associés. Donc, on a formation d'une nouvelle phase à l'intérieur. Et après, est-ce que ça a des inconvénients, des avantages, etc. Quand on regarde, quand on fait de la nano-annotation, eh bien, ça, avant brut de 30, vous voyez qu'on a la phase amorphe, la dureté, le module, vous voyez que module 100 GPa, une dureté 5,7 GPa, et la phase amorphe est plus dure que la phase cristalline. Il y a un module qui est un peu plus élevé. Après recuit à 652 degrés, la phase amorphe
ces valeurs n'ont presque pas changé, c'est resté essentiellement à l'état amorphe, mais par contre, une très légère augmentation, c'est dû au vieillissement physique de cette phase, la relaxation structurale. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que la phase cristalline, la formation de cette phase oméga a entraîné une augmentation de la dureté et une augmentation du module élastique. Donc, on sait bien, on a gagné en propriété mécanique, dureté, etc. Et on a gagné aussi en dureté globale, je ne le montre pas ici, mais ça se vérifie, ça se mesure. Mais est-ce qu'on a pu garder la plasticité? Réponse non. Comme on peut le voir ici, quand on est à l'état brut de trempe, eh bien, on a de la plasticité. Quand on a cet état recuit, on a formation de phase oméga dans les cristallites de phase bêta, eh bien, certes, on a augmenté la limite élastique, on monte à des valeurs importantes, encore plus importantes, mais en revanche, eh bien, on n'a pas de plasticité. Donc, la conclusion, c'est que pas de plasticité. Et globalement, donc, si on retient ces conclusions sur ce qui se passe quand on fait des formations dendrites à l'intérieur, eh bien, on a certes une large plasticité et on a une forte limite élastique, mais deux inconvénients à ce type de matériaux. La microstructure dépend de la vitesse de trempe, donc de la taille de l'échantillon. C'est un petit peu difficile à maîtriser. Et d'autre part, on voit aussi on a une stabilité thermique qui n'est pas excellente, puisque si on chauffe, on a des transformations de phase qui entraînent une perte de la plasticité. Donc, c'est une solution, mais comme toutes les solutions, elle n'a pas que des avantages. Donc, maintenant, on se dit, ben, on va essayer d'avoir une autre solution. Donc, on se dit, on va tremper notre matériau, annealing, formation de précipité, on va avoir de la phase amorphe, et après, on va transformer cette phase amorphe pour former des précipités. Alors là, on donne un exemple. Donc, c'est des alliages palladium. On fait de la diffraction X in situ. C'est fait au labo, là. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'au tout début, ça se voit à peine, là, parce que là, on est une bosse amorphe. Si on dilatait, on verrait bien la bosse amorphe. Et quand on regarde quelle est l'évolution au cours d'un recuit à cette température, qui est en gros dans le domaine du liquide sur fond d'eau juste au-dessus, eh bien, ce qu'on voit, c'est que progressivement, on a formation d'une phase, c'est une phase cristalline, et une phase cristalline intermétallique. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde l'air sous la courbe de ces différents pics, on peut en déduire la fraction volumique de la phase cristalline qui se forme, et vous voyez que bon, on a une formation qui est progressive de cette phase, et l'intérêt, c'est que donc on peut contrôler, maîtriser la quantité de phases cristallines que l'on forme, et on va donc pouvoir mesurer l'influence de la quantité de cette phase cristalline, intermétallique dans ce cas-là, sur les propriétés mécaniques. Donc, regardons ce qu'il en est. Pour ça, regardons la dureté, regardons la ténacité. Pour avoir des informations sur la ténacité, sur la dureté aussi, bien sûr, on peut faire de l'indentation. L'indentation, c'est une méthode qui est simple, qui, en ce qui concerne la ténacité, ne donne que des informations qualitatives, mais permet par exemple de voir un passage d'un comportement ductile à un comportement fragile. Si on veut avoir des informations plus quantitatives, à ce moment-là, on va faire de la flexion 4 points sur un échantillon qui est entaillé. On voit ici la petite entaille qui est un peu difficile à réaliser, mais qui est importante. Et à ce moment-là, on peut avoir des mesures quantitatives, aussi bien de la ténacité que de l'énergie à la rupture. Alors, si on regarde ce que ça donne, eh bien, regardons d'abord ce que ça donne en termes d'indentation. Si on indente sur un matériau qui est parfaitement amorphe, c'est le cas qu'on voit ici, eh bien, ça, c'est un alliage palladium. On fait une grosse patate avec 10 kg. On voit formation de bandes de cisaillement ici en rouge, mais vous voyez qu'il n'y a pas de fissuration. Donc, on a bien un comportement ductile. À l'échelle locale, on a un comportement ductile. Ça ne veut pas dire toujours à l'échelle macroscopique, c'est ductile. C'est un problème de rayon de zone plastique. Si maintenant on fait quelque chose de semi-cristallin, c'est-à-dire qu'une faible teneur en phase cristalline, eh bien on voit qu'ici, on a un début de fragilisation, comme on voit ici en rouge, on a un début d'écaillage autour de. Donc c'est bien un début de fragilisation. Et si on poursuit, et si on a un matériau qui devient complètement cristallin, on voit comme dans les céramiques, à ce moment-là, des fissures qui se propagent, et il y a des modèles, entre autres modèles de Palmer, qui permettent de la longueur de la fissure, connaissant la longueur de la fissure, d'en déduire la valeur de la ténacité. Donc, on peut faire ce genre de choses. Vous voyez ici, un état cristallin, forte
fissure, comportement très fragile. Ici, c'est des exemples dans des verres métalliques qui sont des palladium, or, platine. C'est des précieux, c'est vrai pour tous les précieux, c'est vrai aussi pour quasiment la totalité des autres verres métalliques. Donc, vous voyez que la fragilité augmente avec la teneur en phase cristalline. Alors, pour quantifier ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, donc, dans le cadre d'un alliage or, on a fait un recuit à 150 degrés, on a suivi, et on a pu avoir ici l'évolution du taux de cristallinité. On a mesuré la dureté, vous voyez en rouge, là, la dureté, vous voyez qu'elle augmente. Alors, ce qui est quand même intéressant, soit dit en passant, c'est qu'un alliage base or, un verre métallique base or, part d'une dureté qui est de l'ordre de 350 Vickers. Alors, est-ce que c'est beaucoup pour un acier? Pas tellement, mais les alliages classiques or utilisés en bijouterie, eux, ils ont 150, 180 Vickers après des traitements thermomécaniques complexes. Là, directement après trempe, on part de 350 Vickers. On augmente, vous voyez, la dureté. Mais le gros inconvénient, c'est que vous voyez la ténacité qui chute de façon très, très importante. Alors, on pourrait éventuellement trouver un compromis en disant on a augmenté un peu la dureté, pas trop baisser la ténacité. Donc, on peut moduler et on peut choisir en fonction du traitement thermique qu'on fait, qu'est-ce qu'on préfère, la ténacité, la dureté, etc. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'ensuite, quand on réalise ces essais et qu'on regarde les reliefs de fracture, vous voyez que quand on est à l'état amorphe, on a un faciès de rupture qui correspond typiquement à un faciès de rupture d'un état amorphe. Si maintenant on augmente le taux de cristallinité, on perd cet aspect-là et on le perd complètement quand on a un matériau cristallin. Voilà, on a un faciès de rupture qui est typique d'un matériau fragile. Vous voyez qu'on a des augmentations de dureté, mais au détriment d'une diminution très importante de la ténacité avec un faciès de rupture qui donc change. Donc, si on tire la conclusion de cette partie-là, si on essaie de développer des précipités cristallins dans une matrice amorphe par traitement thermique, on peut moduler le taux de phase cristalline. C'est en augmentation de la dureté, mais on a une forte diminution de la ténacité, entre autres dû au fait que dans la quasi-totalité des cas, ce qu'on forme, ce sont des particules intermétalliques qui sont extrêmement fragiles. Alors, soit dit en passant, il existe aussi, pour certaines compositions très particulières, dans certains alliages, on forme des particules de type B2 qui, lorsque l'on déforme, se transforment bien. Une transformation martensitique en une autre phase, B19, et c'est l'équivalent de ce qu'on a dans ce qu'on appelle les aciers triples, Transformation Induced Plasticity, où on observe dans ce cas-là de la plasticité. Mais c'est valable que pour certaines compositions, que dans certaines conditions thermiques. Donc, retenons cette solution, mais attention, on perd effectivement en ténacité, on gagne en dureté, mais on perd en ténacité. Donc, il nous reste la troisième solution. Celle-là, j'ai dit que celle-là, je n'en parlais pas, je parle de celle qui est ici en rouge, qu'on a pas mal développé ces temps-là, ces temps-ci, tout ça à partir de la métallurgie des poudres. L'intérêt de la métallurgie des poudres, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut en termes de composition, et puis marqué ici, on n'a pas de contrainte en ce qui concerne la taille maximum des échantillons, contrairement aux autres cas où il fallait garder une matrice amorphe, donc avoir une trempe rapide, donc avoir une taille limitée. Alors, comment on fait? Eh bien, on a d'abord pris une poudre, c'est des partenaires de Tohoku qui nous ont fourni cette poudre, cuivre, zirconium, aluminium. C'est une poudre obtenue par atomisation sous gaz d'argon. Et vous voyez, ce qu'on obtient, c'est une poudre avec des petits grains qui sont ici sphériques. La taille moyenne, on peut faire une répartition en taille par granulométrie environ 50 microns en valeur moyenne, dans densité 7,2. On vérifie qu'il s'agit bien d'une poudre amorphe, ça n'a pas de souci. On fait de la DSC, ça nous donne la valeur TG et de TTX, c'est important pour savoir effectivement dans quel domaine de température en gros se situer pour ensuite faire la deuxième étape du procédé qui va être donc la densification. Si on se met trop haut, on cristallise, pas assez haut, la viscosité est trop faible, etc. Donc ça permet de choisir le domaine dans lequel on va se situer pour le procédé de densification. Ensuite, quand on veut faire des composites ex situ, je rappelle que le but, c'est d'augmenter les propriétés de la matrice en ajoutant une deuxième phase, qui s'appelle une phase externe, composite ex situ. Alors, il n'y a pas que dans les verres métalliques qu'on fait ce type
d'opération. Vous savez que dans les alliages aluminium, on a fait une composite à matrice métallique. Bon, et on ajoutait du cycle, on en ajoutait de l'alumine. Le but, c'est d'augmenter la dureté ou le module élastique. Dans les élastomères, on a ajouté de la silice ou du silicium. C'est plutôt de la silice, donc là, une erreur, ce n'est pas ici, mais CO2. On a pu ajouter du graphite, on a pu ajouter un certain nombre de choses. C'est entre autres pour augmenter la résistance à la rupture. Mais dans les verres métalliques, le but, ce n'est pas d'augmenter les propriétés mécaniques. Non, c'est d'augmenter la plasticité. Donc, c'est pour ça qu'on va ajouter plutôt une phase ductile, parce que c'est elle qui va encaisser la déformation. Et dans notre cas, on va reprendre la matrice qu'on vient de voir et on va ajouter une phase ductile cristalline. Quelle phase ductile cristalline on a ajouté? Eh bien, quelle particules choisir? Donc ici, on a la poudre amorphe, dont j'ai montré la granulométrie tout à l'heure, son module, son coefficient de Poisson. Eh bien, on a travaillé dans deux cas. On a mis d'une part des particules de zirconium qui, comme on le voit, ont un module qui est plus faible, une densité qui est voisine, ou des particules de tantale qui, elles, ont un module qui est beaucoup plus élevé. En ce qui concerne les coefficients de Poisson, il n'y a pas énormément de variations. Donc, on a acheté deux poudres commerciales, une base zirconium et une base tantale. Dans le cas de la base zirconium, vous voyez qu'il y a une forme angulaire soutenue par concassage, avec des particules relativement grossières, une taille qui est de l'ordre de 90 micromètres. Dans le cas du tantale, il n'y en a pas. Là, c'est la forme angulaire. On a pu aussi travailler avec une poudre qu'on appellera TA2 par la suite, où on a des petites particules de forme sphérique qui, elles, font 20 microns, alors qu'ici, comme cassé, c'est 45 microns. Donc, on a travaillé avec ces différents types de poudres. La première étape, c'est de préparer le mélange des poudres. Donc, on a la poudre amorphe, on ajoute la poudre cristalline avec différents volumes. Il suffit de peser. On a différentes fractions volumiques, 5, 10, 20, etc., jusqu'à 50% de zirconium ou de tantale. On fait dans un broyeur planétaire, on fait le mélange de tout ça, on passe 1 heure, etc. Et après, donc, ce qu'on obtient, c'est qu'on obtient un mélange qui est relativement homogène, assez homogène, où on a des particules de zirconium, des particules de cuivre zirconium aluminium, la phase amorphe, et c'est ce mélange-là qu'ensuite on va densifier. Là, comment on fait pour densifier? Quels sont les procédés qu'on utilise en métallurgie des poudres? Mais il y en a plusieurs. Bon, soit on met tout ça, on déforme très fortement l'ensemble. On peut aussi faire de l'extrusion, on peut faire du pressage à chaud, etc. On peut faire, et c'est ce qu'on a fait nous, du SPS, Spark Plasma Sintering. Alors, quel est le principe du SPS? Eh bien, c'est qu'on applique un champ électrique. Vous voyez ici, vous imaginez la poudre, vous imaginez le moule. Ici, là, on a des enclumes qui vont permettre d'appliquer une charge très forte. On écrase, ça c'est la pression, densification. Et comment on fait pour chauffer? À travers tout ça, soit via le moule, soit directement la poudre, selon la nature de la poudre, eh bien, on applique un champ électrique, en effet chaud, là, et ce qui permet à ce moment-là d'avoir un chauffage. Donc, le chauffage est direct. Quel est l'intérêt? C'est qu'on a donc un temps de pressage, de densification qui va être limité. Ce n'est pas des heures, on va voir que c'est de l'ordre d'une dizaine de minutes. On va pouvoir faire ça température relativement limitée, en gros, dans le domaine du liquide surfondu ou juste en dessous. Et l'autre très gros intérêt, c'est que dès qu'on coupe le courant, il n'y a pas ou très peu d'inertie thermique. Donc, ça permet d'avoir une trempe rapide. L'intérêt de la trempe rapide, c'est de garder le caractère amorphe de la poudre. Donc, ça, c'est le principe du SPS. Au labo, il y a un SPPS. Alors, ici, vous voyez l'appareillage avec des… Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir des forces et des contraintes qui sont extrêmement élevées. Les forces, je ne sais plus combien c'est, mais je crois que c'est jusqu'à 250 kN ou des choses comme ça. Le moule, vous voyez ici un exemple de moule qui peut être en carbure tungstène ou qui peut être en graphite avec différents diamètres de 10 jusqu'à 30 mm, on a utilisé. Alors, une fois qu'on a tout ce matériel, comment on fait? On densifie. Avec la difficulté, c'est qu'il faut arriver à densifier le plus possible, mais sans cristalliser la matrice, de façon à bien garder le caractère amorphe de celle-ci et bien ses propriétés mécaniques intéressantes. Donc, ce qu'il faut, c'est optimiser les paramètres. Voilà. On a optimisé les paramètres suite à un certain nombre d'essais et on arrive donc à ce genre de cycle. Alors, en rouge, c'est le cycle thermique, un chauffage rapide.
Là, on évite l'overshoot. Là, on a le palier pendant lequel on va faire l'essentiel de la densification. Puis ensuite, ici, c'est le refroidissement naturel qui va s'effectuer. Et là, vous voyez une pression 600 MPa, c'est bien pas mal. Et donc, une pression qu'on garde constante pendant l'ensemble. Si on regarde à quoi ça sert, à quoi ça ressemble, pardon, là, vous avez la poudre de départ, c'est la poudre, et après densification, on sort du moule une petite pastille. Ici, c'est une pastille qui fait 10 mm de diamètre, une hauteur 5 mm. On règle la hauteur, après, en fonction de la quantité de poudre qu'on met au départ. On a vérifié que les matériaux que l'on obtient sont denses, après optimisation de ces paramètres, par la méthode d'Archimède, et qu'on a bien des matériaux qui sont amorphes, disons, dont la matrice au moins reste amorphe quand on fait la diffraction X. Alors, j'ai dit qu'il n'y avait pas de limite en termes de géométrie. Par exemple, ici, on peut faire un matériau amorphe qui fait 3 cm de diamètre. Alors, vous allez dire, ce n'est pas beaucoup, mais par trempe, on ne peut pas dépasser 3 mm. Si on dépasse 3 mm de diamètre, c'est plus amorphe. Donc ici, vous voyez que par métallurgie des poudres, on étend considérablement cette limite en taille avec un matériau qui reste amorphe, qui est bon, qui est dense, etc. etc. Donc, vous voyez l'intérêt de cette technique. C'est une technique qui est rapide. L'inconvénient de ça, c'est qu'on a une géométrie simple, c'est-à-dire c'est difficile de faire des formes complexes. Alors, juste pour s'amuser et puis comparer quand même, on a comparé ce qu'on obtient avec des gens qui sont à Dresde, et eux, ils font sur le même type de poudre, etc. etc. Eux, ils font, mais par SLS, Selective Laser Melting. On fait un lit de poudre, on passe à l'état liquide une partie de la poudre, on fait une deuxième couche, etc. etc. Et vous voyez qu'on obtient des choses qui sont des formes complexes, même des choses, vous voyez, qui sont quand même marrantes, entre guillemets. Et l'intérêt de ça, vous voyez, on a des géométries extrêmement complexes. Mais l'inconvénient, c'est que c'est extrêmement long à faire. Il faut plusieurs heures pour aller faire ça. Alors que l'échantillon que je vous ai montré dans la page d'avant, eh bien, il fallait 10-15 minutes pour obtenir ça. Donc, chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Revenons à ce qu'on a obtenu par SPS. Est-ce que j'ai dit la matrice est amorphe? On le vérifie ici, mais la matrice amorphe. Et quand on ajoute, ici c'est la poudre de zirconium, on aurait l'équivalent de la poudre de tantal, eh bien on voit apparaître les pics. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'intensité de ces pics augmente avec la quantité de poudre que l'on met à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que les pics que l'on observe sont uniquement ceux de la phase zirconium. Ce qui veut dire qu'on n'a pas eu d'autres phases cristallines que les cristaux qu'on a ajoutés et la matrice, c'est tout. On n'a pas de cristallisation de la matrice, on n'a pas de composés intermatrices, je ne sais pas comment il faudrait dire, et on n'a bien que la phase qu'on a ajoutée et la matrice elle-même. Voilà, bien. C'est la même chose quand on a mis les particules de tantal, qu'elles soient les petites ou les grosses. Alors, si on regarde la dureté maintenant de ce type de matériau, on ne peut pas ajouter qu'on parle des propriétés mécaniques. Alors, regardons la dureté. On a fait une mesure de dureté avec une forte charge de façon à intégrer. Si on fait avec une charge trop faible, comme le matériau est composite, eh bien, on va avoir, ça va dépendre où on tape. Quand on tape avec une charge importante, on a une valeur moyenne de la dureté du matériau. Alors, quand on regarde, on voit que c'est en gros, on a une règle des mélanges et que cette règle des mélanges entraîne une diminution de la dureté. Pourquoi? Parce que la dureté du zirconium pur et la dureté du tantal pur sont inférieures à la dureté du zirconium, de la matrice amorphe. Là, on a une dureté qui est de l'ordre de, vous voyez, 500, et les autres, c'est bien plus faible, c'est de l'ordre de 150, voire moins. Donc, c'est logique qu'on ait une diminution de la dureté. Maintenant, si on veut avoir le module, si on veut avoir la plasticité, etc., on a fait des essais de compression. Alors, vous voyez ici, une machine classique de compression, je n'insiste pas. Simplement, vous voyez ici, donc on a la pastille initiale dans laquelle on a fait effectivement découper par électroérosion des petits cylindres. Je répète que pour un petit cylindre comme ça, il faudra quand même appliquer des forces de 12 000 newtons pour les casser. Donc quand même, bon. Et donc là-dessus, comme ça peut être fragile quand ça se casse, on a fait juste un petit montage pour protéger tout ça. Et on a fait une vitesse de déformation classique, 2,4 secondes moins 1. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, quand on regarde en compression, alors vous voyez qu'ici, quand on a, il y a un petit défaut là, mais bon, c'est pas la peine là. Vous voyez que quand on est sans
phase ajoutée, eh bien, on a un matériau avec une forte limite élastique, mais on n'a pas de plasticité. Quand on ajoute du zirconium, vous voyez qu'on augmente très fortement la plasticité, au détriment, c'est vrai, d'une limite élastique, mais on a l'apparition d'une plasticité ici qui peut être de l'ordre de entre 5 et 10% quand on a une forte teneur en zirconium en phase cristalline. Dire qu'on a un comportement fragile, on le vérifie parce qu'après l'essai de compression, ce qu'on récupère, c'est des petits éclats, c'est un pété en mille morceaux, si on peut dire, alors que quand on a de la phase avec de la plasticité, on casse bien avec un angle qui est de l'ordre de 45 degrés, tout à fait classique. Donc, on a bien, avec du zirconium, ça marche. Si maintenant on prend du tantal, eh bien, vous voyez que là, tout à l'heure, l'échelle, c'est 2%. Là, vous voyez, c'est 5%. Donc, on a plus de plasticité dans ce cas-là, en comportement à peu près identique. Vous voyez qu'on n'a toujours pas de plasticité, on augmente. Et vous voyez qu'on a de la plasticité lorsqu'en gros, on a une phase cristalline qui est de l'ordre, en volume, de l'ordre d'une vingtaine de pourcents. On peut, sur ces courbes, si par exemple on prend la courbe violette, on voit qu'on peut définir trois quantités, ce qu'on appelle la déformation élastique au début, puis après on a une déformation plastique, et puis après on a une déformation mais qui entraîne un endommagement, puisqu'on va vers une rupture très progressive. Donc si on peut essayer de voir, tiens, le module élastique, je vais y revenir, excusez-moi, mais si on prend le module élastique, j'aurais dû le dire avant, non, la partie élastique c'est pareil. On voit que le module élastique, on a pu le mesurer sur les courbes de compression, mais on a pu aussi le mesurer par ultrasons. Ce qu'on voit, c'est que quand on ajoute du zirconium, on diminue. Quand on ajoute du tantal, on augmente le module. C'est normal. Là encore, c'est une loi des mélanges. Zirconium 90 GPa, tantal 186 GPa, le module élastique. Donc, ceci est tout à fait normal. Donc, pour la partie module, c'est logique. Pour la partie limite élastique, vous voyez qu'en gros, au début, c'est quasiment constant, et puis après, on diminue, ce qu'on voyait bien sur les courbes, mais que la diminution du sigma Y, c'est à peu près la même pour le zirconium et le tantal. Et qu'on a une diminution lorsqu'on a environ 20% de phase cristalline. Si maintenant on regarde la déformation plastique, eh bien, vous voyez qu'elle augmente, elle est plus importante pour le tantal et elle existe. On voit bien ces déformations plastiques, mais elle est quand même surtout nette dès qu'on a 20% environ de phase cristalline. La limite de l'endommagement, eh bien, vous voyez qu'elle devient très, très importante quand on met du tantal, plus que pour le zirconium, qui est plus gros, qui a un module qui est plus faible, etc. Donc, on a une déformation qui augmente lorsqu'on augmente le volume de phase cristalline, et on a des meilleurs résultats obtenus avec le tantal et le zirconium. Mais après, on se pose la question, on a donc une augmentation de la plasticité. Mais cette plasticité, elle apparaît quand même surtout quand on a 20%. Alors, est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce qu'il y a des modèles qui permettent de définir tout ça? Eh bien, comment s'effectue la déformation des matériaux? Alors, si on a une matrice amorphe, on représente ici une empreinte de dureté, où il y a la formation de bandes de cisaillement. Dans ce type de matériaux, on peut définir ce qu'on appelle une zone plastique. Il y a une certaine taille. Cette taille RP, diamètre, dépend de la ténacité du matériau et de la limite élastique. Alors, si on fait le calcul pour notre matrice amorphe, on trouve un rayon de la zone plastique qui est environ 66 microns pour une ténacité, avec une ténacité qui est de l'ordre de 60 MPa racine de 2 mètres. Donc, si maintenant on ajoute des particules, on voit qu'ici, on a des fissures, mais les fissures, elles vont être perturbées, une propagation qui est perturbée, on le reverra mieux par la suite, perturbée par la présence des phases cristallines. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est de définir ces obstacles cristallins, il y a une certaine distance. Et cette distance entre les phases, si on suppose qu'il y a une distribution homogène, qu'on a des particules sphériques, on peut définir cet espacement avec le diamètre, et ici la fraction volumique. Et on voit donc que ça va dépendre du diamètre. Alors, si on regarde ça, si on trace quelques courbes, espacement entre les particules en fonction de la fraction volumique. Eh bien, on voit que cette distance, elle diminue lorsqu'on augmente la fraction volumique, et elle est d'autant plus faible
qu'on a des petites particules. Bien. Et maintenant, on dit, mais comparons ça avec le rayon de la zone plastique. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut se dire que les particules, elles vont jouer le rôle d'obstacle. Donc, ce qui est important, c'est que la distance entre les particules soit plus faible que le rayon de la zone plastique, de façon à ce qu'elles arrêtent et ce qu'elles empêchent la propagation des fissures. Alors, ce qu'on voit, c'est que si on fait ces calculs avec les hypothèses que j'ai précisées, eh bien, vous voyez que pour 25%, pour des particules de 25 microns, comme c'est dans du TA2, on devrait tout le temps avoir. Pour 45, il faut une concentration minimum, pour 90 aussi. Donc, voilà ce que ça donne, ce que dit le modèle, c'est qu'effectivement, on voit bien que plus on augmente la fraction volumique, plus ça va être efficace. Et le modèle dit que ça devrait même, pour des particules, être efficace très rapidement. Alors, c'est ce qu'on dit, efficace si la distance entre les particules est plus petite que le rayon de la zone plastique. Alors, on pourrait dire, tiens, mais en fait, si on changeait la ténacité de la matrice, plus la matrice est tenace, plus le rayon de la zone plastique est important, donc plus il sera facile de bloquer les particules. Mais bon, disons, nous, on a une certaine matrice qui est ici, donc on a certaines conditions expérimentales. Donc, si on regarde, eh bien, si on résume ça, qu'est-ce qu'on peut dire? L'efficacité des particules augmente avec la fraction volumique des particules, mais cependant, ce n'est pas aussi efficace, parce que vous voyez qu'avec 5-10% de petites particules, on va avoir de la plasticité. On en a, mais uniquement pour des plus fortes concentrations. Donc, ça pose deux questions. Premièrement, est-ce que la distribution de ces particules est homogène? Et deuxième question, est-ce qu'on peut dire que les interfaces sont de bonne qualité et assurent bien une cohésion entre les deux? Alors, pour ça, eh bien, on a qualifié l'homogénéité de la distribution. Alors, vous voyez les images. Alors, vous voyez qu'à 20%, on peut dire que c'est à peu près homogène. C'est bien à peu près. Maintenant, quand on regarde avec 50% de TA, vous voyez ici, bon, ce qu'on trouve au milieu, là, c'est l'empreinte de dureté qui est au milieu. Eh bien, vous voyez qu'on a des clusters, des amas qui se forment. Et la densité de ces amas augmente avec la fraction volumique de phase cristalline qu'on a ajoutée. Ce n'est pas homogène. Alors, ça, c'est des images. Maintenant, on s'est dit, mais il faudrait qu'on quantifie l'hétérogénéité des distributions. Alors là, on a fait appel à qualité de M. Florent Delmas, à qui je vais donner la parole et qui va vous expliquer qu'est-ce qu'il a fait sur ces images-là. Merci, Florent. Tu coupes ton micro, tes haut-parleurs. On arrête le partage d'écran, s'il te plaît. Je crois que je suis. Ouais, c'est bon, vous voyez mon écran ou pas? Tu vois les transparents, Guillaume? Ok, merci. Du coup, je prends la suite. Hop, ça c'est ce que Jean-Marc vient de vous montrer. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est venu me voir. Donc, moi, je ne suis pas très vert métallique au départ, mais avec une question un petit peu philosophique qui, finalement, on se pose aussi quand on fait des nanocomposites ou à chaque fois qu'on a une phase qui est dispersée dans l'autre. Et sur deux types de particules. Donc, ça, tu ne les as pas montrés, Jean-Marc, si au tout début. Donc, deux types de particules de tantale. Une qui était un peu plus à partir de concassage, donc avec des formes géométriques un peu plus aiguës, on va dire, et une distribution de particules sphériques de tantale à différentes concentrations. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment on peut quantifier la dispersion de ces particules là-dedans et comment on peut relier ça du coup aux propriétés mécaniques qu'on vous a présentées avant. Alors, l'intérêt déjà en termes d'imagerie, c'est que en électron rétrodiffusé, ça sort très bien. J'ai quasiment des images binaires parce que le tantale a un Z très important par rapport à la matrice ici. Donc, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de traitements d'images au départ. Mais par contre, la question reste la même.
et pas forcément si évidente. Donc, on voit déjà que ça va dépendre de la dispersion, c'est-à-dire quel paramètre je mets derrière, ça va dépendre du nombre de particules que je mets dedans, ça va dépendre de la taille de l'image que je choisis, etc., etc. Donc, simplement dire c'est plus ou moins dispersé, il y a plus ou moins d'hétérogénéité, c'est pas si évident. On va essayer d'aller plus loin. Et donc, l'idée que j'ai eue, c'était d'utiliser des outils de fractal pour décrire ces structures et arriver à quantifier l'homogénéité à différentes échelles. Donc, je vais juste commencer par faire la pub un peu d'un plugin sous Imagy qui est vraiment très, très complet et très efficace sur cette analyse-là. Je vais faire un petit peu de rappel là-dessus, donc c'est pas trop redondant. Je vous inviterai à aller voir. Donc, ce plugin, il marche en 2D, mais je pense qu'ils sont en train de le faire aussi sur les images 3D. Donc, il part d'une méthode assez classique qu'on appelle la boîte glissante. Donc, vous voyez sur la petite animation, une petite boîte qui se balade sur une image. Les boîtes, elles ont différentes tailles et elles peuvent aussi avoir différents points de départ. Donc ça, c'est le plugin au départ qui va faire, pour faire simple, des boîtes avec une taille, donc ils vont parler de box scale, d'échelle, c'est-à-dire le ratio de la taille de boîte sur la taille d'image. On va faire quoi? On va compter le nombre de boîtes à chaque fois qui possèdent des pixels blancs, parce que c'est le blanc qui m'intéresse, mais je ferai la même chose sur le noir, ça revient au même, noir sur blanc, blanc sur noir. Et on va compter aussi pour chaque boîte le nombre de pixels blancs qui est à l'intérieur, ce qu'on appellera la pixel mass ou le box count. Donc ça, c'est assez classique. Et moi, j'ai fait tourner ça sur, à chaque fois, pour chaque échantillon, 10 images différentes que j'ai prises exactement dans les mêmes conditions de contraste, de résolution, de grandissement. On a fait 20 tailles de boîtes, classiquement donc des boîtes qui vont de 10% de la taille, de 1% de la taille de l'image jusqu'à 45%, et puis différentes positions, ce qu'on appelle grid position, petit g. Donc, on a plusieurs comme ça, plusieurs comptages, on va dire. Dans les fractales, ce qu'on connaît assez, ce que vous connaissez tous, c'est qu'on peut définir une dimension fractale si on fait une loi d'échelle entre le nombre de boîtes qui possèdent des pixels et leur taille, et l'exposant qui va apparaître ou la pente quand on va faire du log-log, ben c'est la dimension fractale qui est purement géométrique ici. Et en fait, en analyse d'image, donc là, il y a pas mal de choses derrière. Je vais simplifier ce que fait le plugin et puis la théorie. En fait, on va surtout regarder la distribution du petit m. Donc, petit m, je vous rappelle, c'est le nombre de pixels par boîte. Donc, ce qu'on appelle une distribution en masse. Et pour cette distribution, pour chaque taille de boîte, on va avoir la moyenne du nombre de pixels blancs par boîte, l'écart type et puis le coefficient de variation. Et on va définir une dimension fractale massique, qui n'est pas exactement la même, mais en fait les deux sont liés, l'une est la limite de l'autre, qu'on appellera D2M. Donc c'est ça qu'on va faire nous ici, parce que c'est ça aussi qui va me permettre de mesurer un petit peu l'homogénéité de la dispersion après dans l'image. Et cette homogénéité, on définit, il existe un paramètre qu'on appelle la lacunarité, qui en fait, si vous regardez ces statistiques, finalement, c'est le ratio de l'écart type sur la moyenne au carré, ou ce qu'on appelle le coefficient de variation au carré. Donc pour chaque famille de boîtes, donc d'une taille epsilon et pour une position de départ petit g, je vais pouvoir calculer ça. En gros, ce paramètre-là, je vais un peu l'illustrer ensuite, plus il est faible, plus la structure sera fine, donc homogène à toutes les tailles de boîte. Plus elle sera, plus cette valeur sera grande, pour cette taille de boîte donnée, pardon, plus cette valeur sera grande, plus la structure sera grossière. Et au final, on va faire ça sur toute la famille de boîtes qu'on aura faites, et on va faire la lacunarité moyenne. Donc moyenne sur toutes les tailles de boîtes, et ensuite moyenne sur toutes les positions de la grille qu'on aura fait glisser sur l'image. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit rappel-là, c'est peut-être un paramètre que tout le monde ne connaît pas. Je reprends un texte qui est dans le document du plugin, qui est assez marrant, qui définit ce que c'est la lacunarité. Donc, dans le langage de tous les jours, ça vient de lac, ça vient de piscine dans un paysage. Ici, nous, on va plutôt parler de gap, de texture visuelle, d'hétérogénéité ou inhomogénéité. Et en fait, on peut aussi parler d'invariance en translation ou en rotation. Donc, pour illustrer ce paramètre et pourquoi finalement il m'a semblé intéressant pour aborder la question que Jean-Marc m'a posée, donc si je prends ces petites images modèles, là j'ai deux lacunarités relativement faibles, 0,21, 0,39. Donc mes images, elles sont là, celle-ci, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une petite invariance en translation plus importante qu'ici. C'est-à-dire si je balade ma souris ici et ici, je vois que je vais avoir des différences un peu plus grandes là. Par contre, si je la fais tourner, globalement, j'ai la même image. Et si je rajoute des grandes faces blanches comme ça au milieu, là, j'augmente la lacunarité globale de mon image ici. Donc, voilà un peu pour illustrer ce que ça va donner. Bon, ça, évidemment, la dimension fractale et la lacunarité sont toutes les deux liées. Bon, je ne viens pas un peu trop dans la théorie, mais les documents de ce plugin sont assez rigolos si vous voulez aller plus loin. Et je reviens à ce qui m'intéresse.
je les ai remis dans l'ordre, donc le Tantal 1, Tantal 2, donc différents types de particules. Bon, à l'œil, on voit des petites différences, c'est pas si évident. Et en fait, pour comparer ça, moi, j'ai eu besoin de mettre un petit modèle derrière, une structure, on va dire, idéale. Donc, qu'est-ce que ce serait une dispersion idéale, parfaite? Bon, ben, je me suis dit, on n'a qu'à prendre des sphères qui font la même taille que celle de Tantal 2, c'est-à-dire 25 microns, et on les met de manière très régulière sur un pattern hexagonal dans des images qui font toutes la même taille. Donc ça va être un peu ma référence pour comparer la qualité de la dispersion des particules ici dans les matériaux réels, on va dire. Et avec ça, donc j'ai fait tourner le petit plugin. Et ça, c'est les résultats qu'on obtient. Donc le modèle, ça, c'est ma ref. Bah, évidemment, la lacunarité, elle augmente quand j'augmente le taux de particules, hein, c'est-à-dire que on voit bien que là, on est de plus en plus homogène. Il y a du blanc vraiment réparti régulièrement. Et si j'en mets moins, bon, ben, ça paraît un petit peu plus hétérogène. Ça, c'est ce qui illustre la lacunarité. En termes de dimension fractale, ça nous intéresse un peu moins, mais là, on tend vers quelque chose qui fait 2, c'est-à-dire quelque chose, en fait, on a du noir très ramifié dans la matrice blanche, on peut le voir comme ça. Bon, et là, on a dimension fractale qui tend un peu vers la même valeur, mais nous, ce qu'on a regardé, c'est surtout cette valeur-là. La lacunarité qui évolue pas de la même façon, qui au départ est beaucoup plus importante dans les matériaux et qui ne va pas tendre exactement vers la même valeur. Donc finalement, pour quantifier cette hétérogénéité, je me suis dit, ben, on va faire le ratio entre ce modèle et le matériau réel. Et donc cette lacunarité, à chaque fois, je l'ai divisée par la valeur qu'on obtient sur le modèle hexagonal. Et c'est un peu comme ça qu'on a conclu l'histoire en regardant cette petite courbe. Donc la lacunarité du matériau divisée par celle qu'on obtiendrait sur une répartition idéale sous forme hexagonale. Et on voit que, alors le noir c'est le Tantal 1, j'ai oublié de remettre, le rouge c'est le deuxième. On voit que pour les hautes fractions volumiques, on a quand même une hétérogénéité beaucoup plus importante qui apparaît sur les particules sphériques, donc le TA2, où en fait, ben, on peut compacter un petit peu moins. On voit bien que les zones de Tantal ici blanches, quand on a des particules plus hétérogènes avec des géométries plus aiguës, on va avoir des trucs beaucoup plus denses que là, on voit des sphères qui s'empilent avec plein de petits trous. Et donc, en termes de quantification, ce paramètre, il est assez intéressant puisqu'il nous a permis de voir de mettre en évidence cette différence-là, qui ensuite, j'en remarque relie aux propriétés de plasticité qu'il a montré tout à l'heure. Si tu veux, je vais passer les transparents, tu reprends la parole, il ne reste pas beaucoup, c'est ça? Remets-toi là-bas, si tu veux. Là, comme ça. Donc, on a vu effectivement que si les particules ne sont pas aussi efficaces que pourraient l'être, c'est dû au fait qu'effectivement, comme Florent vient de très bien le montrer, c'est qu'on n'a pas une distribution homogène. Défaut d'hétérogénéité égale défaut. Bon. Maintenant, il y a un deuxième paramètre qui peut intervenir, c'est la qualité des interfaces. Alors, pour avoir des informations sur la qualité des interfaces, la première idée, c'est on fait des empreintes de dureté avec une charge qui est importante. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on voit effectivement qu'il y a des fissures, que les fissures elles se propagent, on voit bien à droite là, elles se propagent, mais ce qu'on voit c'est qu'elles ne partent pas dans les particules, mais elles vont à l'interface. Donc ça veut dire qu'il y a bien un problème d'adhésion entre les particules. Et c'est l'une des causes, sans doute, on le voit bien ici, il y a des collisions, etc. C'est l'une des causes, c'est ce défaut à l'interface. Alors il y a une autre façon de voir tout ça. Pourquoi il y a ce problème à l'interface? Eh bien, on a travaillé avec des collègues de Hong Kong qui ont fait de l'AFM. Alors, on voit ici l'AFM. Ce qu'on voit ici en blanc sur une image, bon, c'est des interfaces. Et maintenant, eux, ils peuvent faire effectivement ce qu'ils appellent du contraste de module. Et quand on regarde le contraste de module, on voit que pour la matrice qui est ici en rouge, on a un module qui est de l'ordre de 100 GPa. Et les interfaces, vous voyez cette bande blanche, c'est un module qui est extrêmement élevé, qui peut approcher les 300 GPa. Donc, à l'interface, on a une autre phase. Pour avoir un module aussi élevé, la seule solution, pratiquement, sans doute, c'est à vérifier, mais ce sont la formation d'oxydes. Donc, on a des oxydes qui se forment sur les interfaces entre les particules. Ces oxydes sont fragiles et c'est ce qui expliquerait la propagation des fissures à l'interface. Vous voyez que si on résume, on peut dire que pour la métallurgie des poudres, où on a formationné en présence d'une phase amorphe dans laquelle on a ajouté des particules cristallines ductiles, on fait un mélange de poudre, on densifie par SPS, on obtient des gros échantillons. C'est très bien, une augmentation de la plasticité, mais c'est là, si on pourrait dire, ce qui touche aux perspectives, ce qu'il faut améliorer,
c'est l'homogénéité de la distribution des particules et la qualité des interfaces. On travaille à l'heure actuelle sur ce genre de choses. Donc, si maintenant on fait une conclusion générale de tout, on a donc travaillé aujourd'hui sur la réponse mécanique des layers métalliques massives, pas de plasticité ou peu de plasticité. Pour améliorer cette plasticité, eh bien, on réalise des composites avec différentes solutions que j'ai montrées, mais la meilleure solution semble donc être la métallurgie des poudres, où on a donc de la c'est une méthode ex situ, et on ajoute des particules cristallines dans la matrice amorphe, on n'a pas de limite de taille, et on a des matériaux denses avec une matrice qui reste amorphe et qui augmente les particules cristallines, elles ont pour but d'augmenter donc la plasticité de ce genre de matière. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, alors merci Jean-Marc et Florent pour cet exposé passionnant et sur un sujet qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir, en tout cas pour les polyméristes. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions qui ont été mises dans la discussion? Non. Alors, si vous avez des questions, ben, allez-y, vous pouvez les poser maintenant. Peut-être vous pouvez repasser en mode caméra aussi, ce sera plus convivial. Vous m'entendez? Est-ce que la composition spinodale, c'est une voie possible pour fabriquer des mélanges intéressantes? Ah, pardon. Oui. Alors, Didier, du coup, tu posais une question, pardon. Oui. Je pose la question de savoir si la décomposition spinodale, c'était une voie possible pour faire des mélanges avec un verre dur et un verre qui a une bonne plasticité. Oui, c'est parti. Je t'en rien. C'est quoi qui fait ça? Donc, la difficulté qu'on a, c'est que quand on forme une seconde phase, d'abord, il y a deux choses. Est-ce qu'on peut piloter la taille et la distribution? Ça, pas toujours, parce que ça va dépendre, par exemple, de la vitesse de refroidissement, la température à laquelle on forme, etc. Et quand on fait de la décomposition, quelque chose qui ne l'avait pas, l'idée, c'est de dire, est-ce que ce qu'on forme est quelque chose qui est ductile ou pas fragile? Si on forme une deuxième phase, matrice avant, et la deuxième phase, c'est le ductile, ça marche. Mais si par contre, ce qu'on forme est quelque chose qui peut faire métallique, qui est fragile, ça ne va pas marcher. Donc, effectivement, on peut faire la décomposition, mais attention à ce qu'on forme. En gros, c'est l'une des difficultés. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... Tu as entendu la réponse, Didier? Alors, on ne t'entend pas, tu as le micro qui est off. Est-ce qu'il y a des systèmes intéressants qui sont réalisés de cette façon-là? Ce que j'ai essayé de montrer, c'est dans le cas donc, des alliages titane, on a la formation des dots d'Andrix. À ma connaissance, c'est pratiquement un des seuls exemples que j'ai vus dans la littérature. D'accord. Et il y a des scientifiques à mieux la contrôler pour améliorer les systèmes? Pardon? Est-ce qu'il y a un enjeu scientifique à mieux la contrôler pour améliorer les systèmes réalisés de cette façon-là? Sûrement, oui. Mais je veux dire, après, il faut voir que souvent la difficulté, c'est qu'on est avec des systèmes qui sont avec 4, 5, 6 éléments. Donc, par exemple, ce n'est pas évident. Et comme on a vu, effectivement, par exemple, quand on regarde dans les dendrites, qu'on fait de la cartographie, ce qu'on voit, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, on a une séparation de phase, mais on met d'un côté du titane et du vanadium, sur plusieurs produits multiples. L'hélium, on n'a pas pu l'analyser, les trop légers, ça n'a pas en cartographie. Mais donc, après, si on prend par rapport à des alliages titane et hélium, zinc ou autre, on dit qu'il y a des décompositions, c'est vite passé avec deux seuls éléments. En gros, là, on a aussi en plus de complexité, si on veut modéliser la diffusion, il faut bien voir qu'on est dans un système qui contient un petit élément. Mais je pense qu'on pourra effectivement, dans la thermocale pratique, sans doute faire des choses comme ça, mais il faudrait connaître les coefficients d'interdiffusion, etc. Parce que les tailles caractéristiques
voyais sur la photo que tu montrais à ce moment-là, c'était combien? Parce que je n'ai pas bien vu. Quelques microns. Quelques microns. Et Mais descendre. après, pardon, ce que je disais aussi, c'est que, et ça, c'est des manips qu'on voulait faire, mais on n'a jamais eu des échantillons qui permettaient de le faire, c'est dire, voilà, si on imagine des échantillons plus petits, ils vont compter plus vite, donc on va avoir une microstructure qui est plus fine. Si on a des échantillons qui sont plus gros, la vitesse de refroidissement va être plus faible, donc on risque d'avoir une microstructure qui est plus grossière. Et quelle est l'incidence de cette taille caractéristique de la microstructure sur les propriétés techniques? Ça, on n'a pas pu faire, on n'a pas les échantillons. Et d'autre part, on ne peut pas monter très haut non plus, parce qu'après, c'est plus vraiment. Mais disons, si on avait pu faire des tests, par exemple, entre 1 ou 2 mm et 10 mm, je pense qu'on aurait eu, par exemple, une réponse sur l'influence de la taille de la microstructure sur la réponse plastique. Didier, ça te va comme réponse? C'est bon? Oui, c'est bon, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, pour Jean-Marc ou Florent? Alors, je vais prendre… Moi, j'ai une petite question sur la slide 9. Florent, si tu peux revenir sur la slide 9. C'était au tout début de la présentation. Alors dans l'insert du coup de la figure là, donc on voit que il y a la cristallisation qui arrive. Est-ce que c'est un effet qui est purement dû au fait que la température soit à 473 ou est-ce que c'est aussi un effet de cristallisation sous déformation en fait? Est-ce que si on était resté à 473 sans tirer, est-ce qu'on aurait cristallisé à la même vitesse en fait? C'est-à-dire là, il y a un temps qui s'est passé entre le début de la manip et le moment de la cristallisation. Est-ce que ici, par exemple, la vitesse à laquelle on a tiré, ça a pu impacter la cristallisation? A priori, d'après la littérature, ça peut dépendre un peu des cas. Mais dans le cas qui est ici, apparemment, si on fait les mêmes manips mais sans déformation, en gros, on fait un reproduit à la même température, on regarde, on a à peu près les mêmes temps. Ce qui veut dire qu'effectivement, la cristallisation ne serait pas tellement impactée par le fait qu'on a plutôt une contrainte. Moi, je pense aussi que ça, ce qu'il faut voir, c'est que c'est l'effet de la pression ou des choses comme ça. Quand on a de la cristallisation, on peut avoir deux types de cristallisation. Soit on a une cristallisation qu'on peut appeler, je ne sais plus le nom, mais disons sans diffusion. C'est-à-dire que c'est juste la redistribution des atomes, mais très très locale, sans diffusion importante. Donc à ce moment-là, je ne pense pas. Ou alors, on a au contraire la cristallisation qui nécessite des déplacements importants. Et à ce moment-là, je pense que l'incidence ne va pas être la même si on a une cristallisation qui se fait sans diffusion importante ou avec diffusion importante. Ici, je ne sais plus exactement ce qu'il en est pour ce cas-là, mais ici, effectivement, la cristallisation. Alors, si on fait des manips à plus basse température, on aurait la même chose, mais après un temps plus long. Ok. Parce que ça fait vraiment penser en fait à la déformation induite par déformation qu'on peut avoir dans les polymères quand on tire suffisamment vite en fait sur les chaînes. Si on considère les temps de relaxation, si on tire plus vite que 1 sur le temps de relaxation, du coup on a l'habitude en fait de voir ce genre de comportement. Et là, évidemment, il n'y a pas de chaîne, donc, mais on peut se dire qu'il y a quand même un temps de relaxation peut-être de certains domaines. Et donc, c'est intéressant. Ce serait intéressant de voir si tu tires plus vite. J'entends ta réponse. Mais c'est curieux comme. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là, la cristallisation, elle se fait avec des déplacements atomiques et pas des déplacements de chaîne. Donc, l'impact de la déformation va sûrement pas être, de la contrainte appliquée va sûrement pas être le même. Certainement. Oui, et en plus, c'est de la compression. Là, c'est de la compression. Donc, voilà. Ok. Ok. Mais si on fait des manips, on applique une contrainte et on regarde la déformation avec des contraintes faibles, on a à peu près, on déduit la viscosité. Et quand on regarde la viscosité en fonction du temps dans ce genre de manip, on voit qu'effectivement, au bout d'un certain temps, la viscosité augmente, c'est la cristallisation qui se fait, même avec des contraintes faibles, et des déformations à des vitesses faibles. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup pour Jean-Marc ou Florent? Ouais, moi je me posais une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend, Olivier. Ouais.
c'est plutôt à propos de l'élaboration. Je me demandais si, même en phase d'élaboration, quand les matériaux sont liquides, est-ce qu'il n'y a pas déjà des gradients de concentration qui se forment en phase liquide? Des gradients De concentration. Et du coup, que tu retrouverais après en phase solide. Quand tu es en phase liquide, Oui, quand tu es en phase liquide, tu expliquais que tu mélanges tes matériaux, tes métaux, et après tu fais une trempe. oui. Et je me posais la question de savoir s'il y avait une possibilité d'avoir des gradients de concentration en phase liquide. Alors, ce que font les gens en général, c'est que, bon, pour homogénéiser au maximum, ça se fait en deux temps. Hein. Ce que je n'ai pas dit, pardon, c'est que ça se fait en deux temps. C'est-à-dire que les gens, ils réalisent ce qu'ils appellent un alliage mère, c'est-à-dire qu'ils mélangent des éléments, ils passent dans un courant arc et ils obtiennent ce qui s'appelle l'alliage mère. Et après, ils trempent lentement. Donc, s'ils obtiennent à la fin, c'est un alliage qui est cristallin. Ils le refondent, ils le retrempent, ils font ça 4, 5, 6 fois de façon à homogénéiser au maximum cet alliage mère. Et ensuite, cet alliage mère, ils le mettent dans le four qui va permettre la trempe rapide et à ce moment-là, ils trempent. Alors, est-ce qu'effectivement, pour la trempe, il peut y avoir de la diffusion et à ce moment-là de la diffusion et de la ségrégation de phase ou des choses comme ça à une échelle très locale, c'est possible, mais à ce moment-là, il faudrait faire des lames minces et vérifier en lames minces, en faisant de la cartographie sur des lames minces, qu'on a une distribution homogène. Mais ça, on n'a pas fait. Ok. Mais si ça se fait, c'est une échelle nano. D'accord. On peut peut-être prendre une dernière question s'il y en a encore. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va s'arrêter là. J'en profite pour remercier au nom de toute l'équipe, du coup, Florent et Jean-Marc. Et on aura encore deux autres présentations avant Noël. Donc, on aura Xavi qui va présenter, il me semble, pour la première fois, du coup, ses résultats de thèse. Et on aura aussi une répétition de la soutenance de thèse de Mathias qui aura lieu, donc la répétition le 10 décembre et la soutenance de thèse le 17 décembre. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres commentaires, on peut s'arrêter là. Passez un bon week-end. Merci, au revoir. Bon week-end, salut. Au revoir.